Audition de Umgos Samuel, gardien du Grand Maquis. Camarades, ne vous découragez pas. Je vais répondre à toutes les questions que vous allez me poser. Plaignez-vous surtout de l'absence de Marie Ngonjok qui n'est pas ici avec nous. Peux-tu nous dire quelque chose sur la circonstance de la mort de Nyobe et des archives qu'il détenait dans le maquis? Si c'était le jour, je pouvais vous montrer exactement où nous avions gardé les machines à écrire et les archives. Lorsque Yembel était arrêté, il fut emmené de force par les militaires pour montrer où se trouvaient les archives. Les cantines contenant les archives ont été découvertes dans un tronc d'arbre. Nous n'avions construit un certain panier d'osier et les avions enterrés sous terre. Tout a été détruit. Ni moi, ni le député, personne n'est retourné au maquis pour montrer la cachette où se trouvaient les archives. À qui as-tu montré les archives abîmées? Tout le monde le savait. Certains camarades de notre comité central ainsi que le député Maï Mati. Peux-tu nous dire quelque chose sur le mouvement du courrier dans le maquis? Le secrétariat administratif, le bureau de liaison SADL était à Mobé. Le grand maquis de Oum à Mamelel. C'est le feu Bassogok Josué qui était planton entre le grand maquis et le SABL. Mais il arriva un jour, un serpent mordit Bassogok et c'est Yembel Antoine qui continua à faire cette liaison. Ce sont ces deux personnes qui venaient à la direction. C'était en 1957. Après la dislocation du SABL, seuls quelques camarades persistèrent de rester à côté de Oum. À ce moment, Théodore Maï était-il avec vous au maquis? Oui, et il partageait le même maquis avec Ruben. Après la dislocation du maquis en 1957, Josué Bassogok se mit à notre poursuite et après quelques jours nous rejoignit. Alors, nous tîmes un conseil pour décider si Yembak et lui devaient rester dans le même maquis que Ruben. Nous tombions d'accord, mais après un moment, je les séparais, c'est-à-dire je construisis une tente à part à Ruben, sa cuisinière Marie Ngonjok et Maï. N'a-t-il pas été question de son ralliement au moment où la situation s'empira? Jamais de la vie. Ce que je sais, c'est qu'il fit un trac quand il constata que le moral de certains camarades commençait déjà à fléchir. Il ordonna à ceux-là de sortir du maquis, mais de garder leur langue tranquille. N'y a-t-il pas eu certains de ses proches collaborateurs qui fit état de se rallier? Non, je n'en sais rien du tout. N'aurais-tu pas entendu Ruben parler un jour de sa succession au cas où un malheur brusque imprévu lui arrivait? Non. Par contre, il félicitait souvent Yembak. Je n'ai pas entendu parler d'un autre. Lorsque Monseigneur Mongo est allé voir Oum, étais-tu là? Je ne sais ce que je te dis exactement. J'ai toujours été avec Oum. Mais nous autres n'avions pas été tous d'accord de cette fameuse entrevue. Car nous pensions que Getapan, lui, était très optimiste. D'ailleurs, il soulignait que depuis son entrée dans le maquis, plusieurs blancs ont essayé de le rencontrer. Il a refusé. Puisque Monseigneur Mongo était un Camerounais, il ne voit pas la raison pour laquelle il refuserait pareille entrevue. Ils se sont donc rencontrés. Je ne connais pas la teneur de leur entrevue. Je sais seulement que le scénario de la rencontre était composé de Maï,
Yem, Marie, Ruth et lui-même. Où étais-tu le jour de la catastrophe? J'étais avec Ruben. Je vous ai dit que je ne le quittais point. J'avais été le premier à être touché à la cuisse droite. Peux-tu nous donner des précisions concernant le déplacement du secrétaire général de l'UPC et le départ de certains membres du SABL? Nous avions quitté notre cachette qui était près d'ici, même chez moi le 9. Et c'est Yembel qui était notre guide. Nous étions perdus dans la forêt. Qu'était devenu Monsieur Lissok et Boum Samuel? On dit qu'ils étaient déjà des alliés et on affirmait qu'ils étaient devenus de véritables dicocors. Plus tard, je vous parlerai du maquis, donc du croquis, dont on a souvent parlé. Quant au maquis de Bend, ce dernier ne permit pas à Yembel ni à moi d'y entrer avant qu'il y ait un ordre express à cet effet. C'est vers 3 heures du matin qu'il vint nous aviser qu'il avait déjà vu Mpodol. Le 13 au matin, il vint prendre toute notre équipe, mais nous fit attendre au pied d'un grand rocher. À noter que Mpodol et les autres n'étaient pas encore là. Nous retournâmes pour chercher et dans quelque temps, ils étaient là avec nous. On nous fit manger et nous attendions le moment propice pour aller rejoindre le maquis de Ben. On ordonna une natte en Podol. Ce dernier refusa d'y asseoir. On lui superposa 2 morceaux de pierre sur lesquels il consentit de s'asseoir. Il était donc vers 11h30 qu'on commença à tirer pendant que Ben, lui, était sorti depuis 10h environ aménager les lieux où nous devions rester. Quand on tira, Théodore était-il avec vous? Il était allé faire caca. Nous étions 7 sur place. Ruben, Yem, Bak, Marie Ngonjok, Ruth, Poa et moi-même. Il ne faut pas oublier que nous étions encerclés. Quand on avait tiré, as-tu assisté quand Ruben était tombé? Non, j'ai eu ma première balle à la cuisse. Tout le monde avait déjà pris la fuite. Pouvez-vous nous relater un peu ce qui s'est passé? Camarades, sachez bien que personne ne pouvait plus s'occuper de voir ce qui se passait. J'ai appris que c'est un certain Makon Mabikat qui les conduisit, en suivant les empreintes des patogas de Oum. Lorsqu'ils foncèrent la marche, ils couvrent l'équipe au complet. Il y avait dans l'équipe des militaires un métis. C'est lui qui tira le premier et abattit Yembak, Ruth et Poha. Makong désigna Oumniobe du doigt. Ce métis ne voulut pas tirer sur Oum. C'est alors que Ruben se déplaça, prenant la fuite, et avait voulu contourner le gros arbre qui se trouvait sur les lieux. C'est alors que les balles l'atteignirent, et après des souffrances atroces, il rendit l'âme. C'est un Sahara, le nommé Abdoulaye Paul, qui tira sur lui. Mais comment vous vous êtes rencontrés par la suite? J'ai couru comme un fou, et peu de temps après, j'ai entendu des râles de mourants. Ne pouvant me contenir, je résolus de revenir sur mes pas pour voir ce qui se passait. C'est alors que je rencontrai Ben, qui était allé nous préparer le lieu de repos, revenir visiter ses pièges. Ayant entendu des coups de feu, ce dernier revenait en hâte pour chercher sa femme. J'ai erré seul pendant 4 jours. De beau matin, j'ai vu une kyrielle de villageois qui allaient dans la brousse chercher de la nourriture. C'est dans cette bande que je rencontrai et reconnus mon président de comité de base. Ce dernier m'invita à rentrer au village car Oumniobe était déjà mort. Malgré la confiance totale que je plaçais en notre président, je sortis. On me convoqua par la suite à Djokon, qui était un grand centre militaire.
Si vous n'aviez pas changé de maquis, crois-tu que le secrétaire général aurait trouvé la mort dans de pareilles conditions? Non, je ne crois pas. Car le vieux maquis où nous nous trouvions n'avait même pas été fouillé. Mais nous étions contraints d'abandonner le vieux maquis pour plusieurs raisons. D'abord, la majorité des camarades avec qui nous étions au maquis le voulaient. Et puis, l'insécurité régnait beaucoup. Que peux-tu nous dire d'un certain croquis dont on a souvent parlé? Il faut certaines explications. Lorsque j'étais parti à Njokon répondre à la convocation des militaires, j'y ai trouvé Lissok et Bokten David. J'y ai trouvé 9 blancs. Le capitaine qui commandait cette zone m'ordonna de retrouver mon oncle qui était également au maquis, mais très influent, François Mpen. J'eus 7 jours de délai. C'est alors que je vis quelque chose de formidable. Le capitaine me montra un croquis et il me montra avec exactitude nos derniers maquis. Il paraît que le maquis a été donné par un homme de dehors aux militaires. Je n'en sais rien. Le grand maquis de Ruben n'était-il pas gardé par le CNO? Mpodol lui-même ne l'avait pas voulu, car il y avait assez de lutte d'influence dans le maquis et il craignait que sa cachette aurait été vite découverte. Fin de l'audition de Umngos. Audition de Marie Ngonjok, compagne de Ruben dans le maquis. Mademoiselle... Je me permets de couper la parole au président. Je ne peux rien déposer ici, ni faire aucune déclaration sans la présence effective d'un de mes parents, car la question est plus que sérieuse. La question débattue, la commission a décidé d'entendre la camarade de Marie en présence de son oncle. Le président prend la parole pour remercier le camarade Umngos. Il regrette seulement que le seul point noir qui restait à la commission, c'est le problème des archives. Nous savons que l'administration a saisi pas mal de ces archives, mais je doute qu'elle avait tout pris. Je crois que je vous ai dit hier, et peut-être le camarade secrétaire l'a mentionné. Je vous ai dit que j'avais réussi à retrouver quelques vieilles archives moitié pourries, rongées par les termites. Je les ai données à Maïma Tip. Nous voulons que la camarade Marie nous donne des informations sur ce qui s'est passé. Je ne comprends pas bien ce que la commission veut dire. Elle sait que je suis une simple femme qui ne participait pas aux délibérations des camarades hommes. De la sorte, je ne peux vous narrer exactement ce qui s'est passé. D'ailleurs, on était dans la forêt et l'on ne pouvait pas recevoir toutes les informations voulues, pouvant orienter une certaine synthèse. Au moment où la répression militaire atteignit son apogée, la confiance en l'avenir s'amenuisait. Je précise que il y a des gens qui peuvent faire des révélations sur ce qui s'est passé, et peut-être moi-même aussi, mais nous avons tous peur de parler. Est-ce que les camarades qui étaient au maquis avec vous auraient-ils eu des disputes et que Ruben était appelé à trancher le différend en faveur de X ou d'Y? Quand bien même il y eut des disputes entre les collaborateurs de Mpodol, c'est lui-même qui a arrangé les choses, et en dehors de ma présence. Qui a suggéré le déplacement qui a fini par nous coûter l'irréparable? Il faut savoir que la forêt était investie. On cherchait un refuge sûr. Le camarade Robbeya nous avait même écrit de le rejoindre. Mais, ne connaissant pas la route qui menait dans son maquis, nous n'avons pu le faire. Je dois donc dire que n'importe qui pouvait suggérer de changer de lieu pour aller ailleurs, car c'était le sauf qui peut. Quelle était l'action du CNO pour la protection de Ruben? Quel était d'ailleurs le bataillon qui devait le défendre en cas d'attaque? Rien. D'ailleurs, si le CNO avait connu là où il se trouvait, il serait trahi depuis bien longtemps. Quelles armes disposait votre cachette pour se défendre? On n'avait rien à notre disposition. Combien de jours avez-vous fait depuis votre déplacement jusqu'au jour de l'assassinat? 2 jours. C'est donc le 11 septembre 58. Et peux-tu nous dire ce qui s'est passé ce jour-là? Cette journée fut terrible pour nous. On eut, Ruben et moi, 2 songes.
et on se les raconta mutuellement. Ce jour du 13 septembre 1958, Théodore Mailly procéda à une consultation kabbalistique pour pouvoir déterminer les événements qui peuvent survenir. Il nous affirma que la journée était très bonne. Rien de mauvais ne présage l'avenir. Peux-tu nous dire ce que vous avez rêvé, et toi? J'ai 2 secrets que je garde jalousement. Je ne puis vous les dire, du moins pour le moment. Parmi ces secrets, en voilà un. Après la consultation kabbalistique de Mailly, il avait beaucoup plu. Et pendant que nous étions là, un certain Ben vint voir, car l'enfant pleurait. Ben crut que c'était un chimpanzé qui pleurait, en faisant du bruit. Lorsque ce dernier vint auprès de nous, il avait l'intention de nous amener. D'abord, il nous fournit de la nourriture. On mangea ensemble. Après le manger, Ruben prit un bain chaud. Après cela, un de mes parents, le gardien du grand maquis, le camarade Umgos, nous signala la présence des militaires à quelques pas de nous. Pendant ce temps, Mailly n'était pas avec nous. Il était allé faire caca. À peine la première détonation, Samuel se mit à prendre la fuite. Ruben et moi également. Yem était assis. C'est dans la fuite que Yembel rencontra Mailly Matip. Après le signal donné par Umgos, peux-tu te rappeler si c'était des blancs ou des noirs qui venaient à vous? Je pose cette question malgré moi car en de pareilles circonstances, on perd souvent raison. Il est difficile de le déterminer. N'as-tu pas entendu Ruben dire quelque chose avant sa mort? Non, il n'avait rien dit. Lorsque Ben était parti pour préparer votre lieu de cachette, s'était-il passé combien de temps? Il ne s'était passé que quelques minutes, car on n'était pas si éloigné de son maquis. Alors, qui vous a retrouvé le premier? C'est Ben. Il était de passage dans cette forêt énigmatique pour accompagner sa sœur. C'est alors que je l'ai appelé et je suis restée en brousse pendant 3 jours. D'ailleurs, Ben lui-même avait perdu son enfant. C'est Yembel qui l'avait pris lorsque tout le monde dans le maquis de Ben s'était enfui. La faim, les privations, l'angoisse, le souvenir de l'irréparable faisaient leur œuvre. Pendant que j'allais tomber d'inanition, je vis quelqu'un qui longeait la route. C'est lui qui me montra la direction. Alors, je résolus d'aller au groupe avec mon pauvre enfant, âgé d'à peine quelques mois, qui était déjà atteint des balles. Tu m'as parlé, posé aujourd'hui une question concernant les archives. Je dois te dire que, lorsqu'on m'avait appris dès mon arrivée à Libel-Linkoy que Ruben était mort, les militaires vinrent me chercher pour que je leur montre où se trouvent les archives. Ils vinrent donc me chercher. Qui ils? Mais j'ai bien dit les militaires. Je les accompagnais jusqu'au lieu, mais je ne pus leur montrer la cachette. C'est après avoir ramené Yembel dans le maquis que tout fut découvert. Quand tu étais en Djongong, avais-tu vu Isok? Oui, c'est d'ailleurs la même période que Maïs sortit du maquis. J'ai rencontré un kingdom qui me dit ceci. Voyez-vous ce que nous avons fait? Votre politique ne vaut plus rien. La nôtre l'a dépassée. Enfin, je trouvais l'Isok, Boum Samuel et Boum Benjamin qui travaillaient au bureau des militaires. Penses-tu à l'effet d'une trahison ou d'un simple hasard des militaires qui a conduit à l'assassinat de notre bien-aimé secrétaire général bien que les ennemis étaient plus forts que nous? Je doute. Je risque même de parler. Enfin, je pense plutôt à une trahison plutôt qu'à une affaire de hasard. À part vous, qui étiez au maquis ensemble? Crois-tu qu'on pouvait faire sortir quelque chose dehors? Non. Et d'ailleurs, je ne puis vous fixer sur cette question, puisque je ne connaissais pas tout ce qui se passait au point de vue administratif. J'ai assez parlé, camarades. Je vous ai dit que j'ai peur. Fin de l'audition de Marie Ngonjok.